Ceci se passe en ce moment même, à cette minute précise. Pendant que vous regardez cela, le plateau de Gizeh est bouclé. Mais pas comme d'habitude. Ce n'est pas un cordon touristique, c'est un bouclage militaire. L'air tremble, non pas de chaleur, mais de silence. Un silence plus lourd que des millions de tonnes de pierres au-dessus de nos têtes. Les agences de presse du monde entier sont perplexes. Elles diffusent des images d'hélicoptères montrant la place vide devant le Sphinx, mais elles ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Les chaînes officielles égyptiennes se taisent. Mais nous savons. Les informations d'initiés que nous avons obtenues de sources confirment. Cette nuit, sous le couvert de l'obscurité, une opération a été menée. Une opération préparée depuis des décennies. Une opération qui a été interdite, ridiculisée, sabotée. Ils l'ont ouverte. Ils ont ouvert le sas, celui-là même, juste au-dessus des yeux éternels et impassibles. Celui qui, selon la version officielle, était un trou technologique insignifiant. Celui qui, disons-le, avait déjà commencé à laisser filtrer à travers le mur du silence. Ce n'est pas simplement une découverte, c'est un verdict sur toute notre histoire. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et une abonnie serait la meilleure façon de nous remercier. Merci. Ce que vous allez voir maintenant ne va pas seulement changer les manuels scolaires, cela va tout changer. Pour comprendre le choc de cette découverte, nous devons d'abord comprendre l'ampleur de la tromperie. Une tromperie qui a duré des siècles. On nous a appris à l'école, on nous a bercé avec ce conte, le grand sphinx de Gizeh, la terreur d'Europolis, taillé dans la roche massive il y a environ 4 millénaires, environ 2500 avant notre ère, par ordre du pharaon de la 4e dynastie, Khafra. Son visage est celui de Khafra, son but est de garder le repos éternel des pharaons dans les pyramides. Cela sonne bien, logique, allez dans une jolie boîte. Cette boîte nous a été remise par les archéologues du 19e siècle et nous n'avons jamais osé regarder sous le couvercle. Nous avions peur de ce que nous pourrions y trouver parce que chaque point, absolument chaque point de cette version officielle, est un mensonge arrogant, prétentieux, académique. Ce n'est pas juste une statue, elle ne garde pas les tombes, elle n'a pas été construite par Khafra, et son âge, son véritable âge, vous fera douter de qui vous êtes. Pendant des décennies, quiconque posait des questions gênantes était stigmatisé. Pseudo-scientifique, rêveur, conspirationniste. L'égyptologie est devenue une science dogmatique et son grand prêtre, le docteur Zahi Hawass, a veillé pendant des siècles. Sa phrase préférée était « Il n'y a pas de mystère à Gizeh, toutes les énigmes sont résolues ». Il mentait, et il savait qu'il mentait. Parce que les mystères dans ses points n'étaient pas seulement présents, ils criaient, ils hurlaient, ils transparaissaient à travers la pierre. Et le plus grand mystère nous regardait tout ce temps juste au-dessus de sa tête. Commençons par le simple, par la logique. Imaginez, vous êtes pharaon, vous êtes un dieu sur terre, vous mobilisez des milliers de travailleurs, vous dépensez des décennies, vous taillez un monolithe dans la roche, la plus grande sculpture de la planète, un monument qui doit immortaliser votre nom pendant des millions d'années. Que feriez-vous en premier ? Vous le signeriez, vous le couvririez d'hiéroglyphes, vous graveriez votre nom sur sa poitrine, sur ses pattes, sur son socle. Vous raconteriez à toutes les générations à venir, c'est moi, Khafra, j'ai créé ce miracle. Les anciens Égyptiens étaient obsédés par cela. Ils signaient tout, chaque temple, chaque colonne, chaque statuette. Tout était couvert de cartouches de pharaon. Mais sur le Sphinx, silence. Un silence absolu, assourdissant, impossible. Il n'y a aucune inscription, aucun hiéroglyphe, aucun papyrus de l'époque de Khafra qui disent « Le pharaon a ordonné de construire le Sphinx ». Comment est-ce possible ? Comment cela est possible selon la science officielle ? Eh bien, c'était évident. Cela ne nécessitait pas de signature. Ce n'est pas une réponse, c'est une confession de leur propre impuissance. C'est le premier clou dans le cœur-taille de la théorie officielle. L'absence de signature n'est pas juste une omission, c'est une preuve qui prouve que Khafra ne l'a pas construit. Il l'a trouvé. Il était un touriste comme nous. Il a simplement construit son temple à côté du miracle qui se tenait là depuis des millénaires. Et voilà nous sur la grande rue, celle qui a été cachée à la vue de tous, le sas. Juste au sommet du Sphinx, sur son sommet plat, il y a un trou. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une invention. Il figure sur des photographies du siècle. Il est présent sur tous les schémas. En 1837, l'explorateur britannique Howard Wise, celui qui a utilisé de la dynamite pour pénétrer dans les pyramides, et l'ingénieur John Perring y ont prêté attention. Ils supposaient qu'il s'agissait d'un nid pour un couvre-chai, une couronne tombée depuis longtemps. Mais Perring était ingénieur. Il a décidé de vérifier. Il a pris des tiges de borage, il les a insérées dans le trou et elles ont coulé. Elles ont descendu pas de 10 cm, pas d'1 mètre, elles ont plongé dans la pierre presque à 27 pieds, soit environ 8 mètres.
Ce n'était pas juste un trou, c'était une mine, un tunnel vertical fait par l'homme menant à l'intérieur de la tête du sphinx. Que firent-ils avec cette information? Rien, ils l'ont simplement enregistré. Le mystère est resté en attente, il a attendu presque 100 ans. Dans les années 1920, l'ingénieur français Émile Boris était responsable d'une vaste restauration du sphinx. Le sphinx égyptien était alors littéralement en train de se désagréger. Boris, bien sûr, savait pour ce trou. Et lui, contrairement à Wise, a décidé de descendre. Ces rapports, retrouvés plus tard dans les archives, sont étonnamment maigres. Il écrit qu'il est descendu, qu'il a trouvé un petit passage vide allant vers le cou et qu'il se terminait rapidement par un éboulement. Une fin d'histoire passionnante. Mais que fit Boris après cela? Il ne se contenta pas de fermer l'entrée. Il la scella avec du ciment, un bouchon de ciment brut. Pourquoi? Pourquoi faire tant d'efforts pour sceller une impasse insignifiante? C'est illogique, c'est suspect. Et si l'éboulement dont Boris a parlé de manière si vague n'était pas naturel? Et si l'éboulement était artificiel? Et si Boris avait trouvé quelque chose qu'on lui avait ordonné de cacher? S'il avait scellé le passage intentionnellement? Les années ont passé. Le bouchon de ciment irritait les yeux. Lors de la dernière grande restauration, dans les années 1980, lorsque le sphinx a été sauvé de la destruction, ce bouchon a été recouvert par un couvercle métallique discret, assorti à la couleur de la pierre. Du sas technologique, il est devenu une porte scellée, et un ordre tacite a été donné d'oublier cela. La version officielle est que ce trou technologique provient soit des anciens constructeurs, soit des restaurateurs du siècle dernier. Il ne mène nulle part. C'est une impasse, c'est une cicatrice qui n'a pas d'importance. Mais comment peut-on oublier un puits de 9 mètres de diamètre dans la tête de la plus grande statue du monde? C'est la première et principale question de notre enquête. Que cache-t-il dans sa tête? Mais ce n'est pas le seul trou. Ce qui nous est caché, c'est que le sphinx n'est pas monolithique. Il est traversé de tunnels. Au Xe siècle avant notre ère, encore avant Boris, un autre tunnel a été découvert à l'arrière du sphinx. Il pénètre dans le corps, puis se termine brusquement. Il a également été scellé. Dans les années 1980, lors des travaux de restauration, les ouvriers ont découvert une profonde fissure dans la poitrine du sphinx, qui, selon les rumeurs, menait aussi à une cavité intérieure. Elle a été immédiatement colmatée. Mais l'entrée principale reste visible, sous son oreille. De nombreux chercheurs, dont l'archéologue français Pierre Tallet, ont noté la présence d'un patch rectangulaire en pierre de couleurs différentes juste derrière l'oreille droite du sphinx. Cela ressemble exactement à une ouverture de porte scellée. La tête, le dos, la poitrine, l'oreille, toutes ces cicatrices, ces traces que la science officielle attribuait à des tentatives infructueuses de voleurs ou à des trous technologiques, mais et si ce n'était pas le cas? Et si c'était un système dans lequel nous ne devions pas entrer? Et si le sas sur la tête était l'entrée principale, la plus grande preuve de cette affaire? Pas ce qui a été ouvert, mais ce qui est à la vue de tous. Regardez le sphinx, il ne se tient pas sur le sable. Il est allongé dans une profonde tranchée taillée dans le plateau rocheux. Et les murs de cette tranchée, tout comme le corps même du sphinx, sont striés de profondes rainures verticales. Les manuels nous disent que c'est l'érosion due au vent et au sable. C'est un mensonge facile à réfuter. Tout géologue de première année vous dira à quoi ressemble l'érosion par le vent. Le vent portant du sable frappe par le bas, coupe la roche comme un couteau et laisse des traces horizontales en forme de champignons. Les pyramides proches présentent exactement ces traces. Mais ce que nous voyons sur le sphinx et ses murs est un exemple classique d'érosion due aux pluies torrentielles. Des milliards d'années de pluies torrentielles ont érodé son dos et ses flancs, creusant des couches de calcaire. Mais en avant notre ère, à l'époque de Khafra, le désert de Gizeh était aussi sec qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pluie capable de causer de tels dégâts. Le climat était stable. Alors, quand a-t-elle connu de telles pluies? Au début des années 1990, le chercheur John Anthony West, qui affirmait depuis des décennies que le sphinx était beaucoup plus ancien, a amené un géologue à Gizeh, le professeur Robert Schoch. Il n'était pas égyptologue, les dynasties ne l'intéressaient pas. Il regardait simplement les pierres et son verdict a bouleversé le monde scientifique. C'était de l'eau. Ce n'était pas le vent, c'était l'érosion de pluies torrentielles. On lui a demandé « Quand ici y a-t-il eu de telles pluies ?» La réponse géologique est simple. Elle remonte à la période comprise entre 10 000 ans et 5 000 ans avant notre ère.
après la dernière période glaciaire, à l'époque du Sahara vert ou subpluvial néolithique. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait géologique. Cela signifie que le Sphinx se tenait là bien avant Khafra, bien avant l'Égypte elle-même. C'est un héritage, un vestige d'une civilisation que nous ne savons même pas comment nommer. Le monde scientifique a explosé. C'était une hérésie, une atteinte à ses fondements. Le directeur des antiquités égyptiennes de l'époque, le docteur Zaha Hawass, était hors de lui. Il a organisé une chasse aux sorcières, convoqué une conférence de presse devant les pattes du Sphinx. Il a ridiculisé Choc. Il lui interdit toute recherche en Égypte, l'a traité de charlatan. Le principal égyptologue, Mark Lehner, a proposé des théories. C'était un holocauste, une érosion due au sel. L'humidité monte du sol, transporte le sel, et le sel détruit la pierre. Mais Choc a souligné que l'érosion due au sel crée une structure friable, s'effrite, et non des rainures verticales nettes. Alors ils ont dit, c'est l'érosion de la rosée du matin. Mais la rosée ne peut pas creuser des canons de 9 mètres. Ensuite ils ont dit, c'est du calcaire faible. Mais Choc a souligné la preuve du poule et de l'œuf. L'érosion sur le sphinx et sur les murs de la tranchée est identique. La preuve de l'œuf, c'est un coup de poignard dans la théorie officielle. Dans la même roche, à quelques mètres de la tranchée du Sphinx, sont taillées les tombes de la 4e dynastie, celles de l'époque de Khafra. Et elles n'ont pas cette érosion. Elles se sont presque parfaitement conservées. Comment est-ce possible? La réponse est simple. Le ciel a érodé le Sphinx pendant des milliers d'années, puisque les pluies ont cessé. Et seulement après, des milliers d'années plus tard, les pharaons de la 4e dynastie sont venus sur ce plateau, ont trouvé le monument ancien et y ont taillé leurs tombes. Les pierres ne mentent pas. Le Sphinx était ancien déjà à l'époque des pyramides. S'il est si vieux, que cache-t-il? Les rumeurs de chambres secrètes circulent depuis des siècles. Les chroniqueurs arabes parlent de salles de connaissances cachées, mais tout cela était considéré comme des mythes, des contes romantiques. Puis est venue l'ère des technologies. En 2018, une équipe de l'université Waseda au Japon, dirigée par le professeur Sakuji Yimura, a effectué le premier scan haute technologie du plateau. Ils ont utilisé un géoradar GPR et ont trouvé des choses choquantes. Des vides devant le Sphinx, un tunnel passant sous lui, une anomalie près de la patte gauche. Ils ont même déclaré avoir trouvé un tunnel allant de la chambre de la reine dans la Grande Pyramide vers le Sphinx. Leur travail a été immédiatement arrêté par les autorités égyptiennes. La raison officielle, ces technologies peuvent endommager les monuments, mais c'était un radar inoffensif. La véritable raison, c'était ce qu'ils avaient trouvé. Mais ce n'était pas le début. En 1991, le géophysicien Robert Schoch, travaillant avec Thomas Dobb, a utilisé un équipement sismique sur le plateau. Il a littéralement frappé la roche, et ils ont trouvé ce que tout le monde cherchait. Juste sous les pattes du Sphinx, à quelques mètres de profondeur, une cavité, un vide. Pas une fissure, mais une chambre rectangulaire parfaite, environ 9 par 12 mètres, avec des angles droits. Une anomalie visible au radar. Une chambre sous les pattes. Cela ressemblait à une prédiction presque folle, celle du prophète endormi Edgar Cayce, qui disait que dans les années 1930, sous la patte droite du Sphinx, se trouvait une salle contenant des artefacts et des écrits d'une civilisation disparue, l'Atlantide, attendant l'heure de la révélation. Pendant des décennies, cela a été moqué, c'était une légende. Mais le radar de Dobb a montré qu'il y avait vraiment quelque chose là-bas, exactement là où Cayce l'avait indiqué. Coïncidence? Peut-être. Mais que firent les autorités égyptiennes? Zaha Hawass, furieux, arrêta immédiatement la recherche. Il déclara que ce ne sont que des fissures naturelles, des fractures rectangulaires à angle de 90 degrés, car la nature ne construit pas ainsi. La licence du groupe de recherche fut annulée. Les résultats du scan furent classés. Mais il était trop tard, l'information déjà diffusée nourrissait une tendance claire. Quiconque approche le Sphinx avec un radar trouve des vides, et quiconque les trouve est immédiatement expulsé du plateau. La science officielle affirme qu'il n'y a pas de tunnel, pas de chambre, c'est un mensonge. Flagrant, prouvé, ils l'ont trouvé eux-mêmes. Hawass, lui, a découvert dans les années 1990 une structure mystérieuse dans le cadre du nettoyage du plateau. Derrière le Sphinx, sur la digue menant à la pyramide de Khafra, un puits profond, vertical, a été trouvé. Il descendait à 10 mètres, trouvant une chambre, dedans un autre puits, une autre chambre, puis un troisième. Jusqu'à 30 mètres sous terre, plus profond que tout ce que l'on connaissait. Et là, une chambre inondée par les eaux souterraines. Au centre,
un gigantesque sarcophage en granit noir, parfaitement poli, vide. Cette structure a été appelée la tombe d'Osiris. Hawass a daté cela de la fin de la 4e dynastie, période tardive, comme une tombe symbolique. Mais pourquoi construire quelque chose d'aussi complexe, aussi profond, descendant vers les eaux souterraines à une époque tardive, lorsque l'Égypte connaissait déjà un déclin? Et si ce puits était beaucoup plus ancien? S'il faisait partie du système aquatique dont parle l'érosion de choc? S'il se connectait aux chambres de Dob? Ce n'est pas simplement une tombe, c'est une partie de la machine. La science officielle soutient que Khafra l'a construit, mais n'a aucune preuve. En revanche, la théorie alternative mentionne une preuve ancienne, la stèle d'inventaire. Elle a été trouvée par Auguste Mariette au XIXe siècle, comportant des hiéroglyphes dont le contenu est impossible à croire. La science officielle a rapidement déclaré que c'était une contrefaçon tardive, une création de la 26e dynastie, il y a 2000 ans, avec un style de sculpture primitif, des erreurs, des anachronismes. Elle a été discréditée, rangée dans une salle isolée du musée du Caire. Pourquoi? Parce que le texte est une bombe. Il dit que Khéops, le père de Khafra, a trouvé le sphinx déjà vieux, endommagé, enfoui dans le sable, qu'il a ordonné de le réparer, pas de le construire, mais de le restaurer. Et il mentionne qu'un éclair a frappé le couvre-chef du sphinx, le brisant. Cette stèle est une preuve directe que le sphinx est ancien, déjà à l'époque des bâtisseurs de pyramides. Cela confirme la géologie de choc. Il avait été endommagé avant Khafra. Peut-être aussi explique-t-il l'ouverture dans la tête. Et si ce n'était pas une contrefaçon? Si c'était une copie exacte, faite par des prêtres plus tardifs, d'un papyrus beaucoup plus ancien, détruit? Et s'ils ont essayé désespérément de préserver la véritable histoire? Mais le visage de Khafra, celui que l'on montre dans les musées, cette statue en diorite a été trouvée dans un temple près du Sphinx. On disait « Regardez, c'est le même visage. Nous y avons cru et c'est dommage ». En 1993, un détective new-yorkais spécialiste en identification judiciaire, Frank Domingo, a appliqué des méthodes criminologiques standards. Mesures précises, comparaison de proportions, de la mâchoire, des pommettes, des lèvres, du volume des joues. Son verdict fut sans appel, ce n'est pas la même personne. Ce sont deux visages complètement différents. Le visage du Sphinx a des traits clairement négroïdes que n'a pas celui de Khafra. Cela a fait scandale. Comment un policier peut-il s'immiscer dans leur science? Mais les chiffres ne mentent pas. Ensuite, un autre détail plus étrange a émergé. Regardez le Sphinx de profil. La tête est absurde, disproportionnée par rapport à son corps de lion de 100 mètres. Aucun sculpteur égyptien, obsédé par le canon et les proportions, n'aurait jamais commis une erreur aussi grossière. La réponse est simple et horrible. Ce n'était pas la tête originale. Ce que nous voyons maintenant est le résultat d'une opération plastique, d'une modification datant de l'âge de pierre. La tête ancienne, beaucoup plus vieille, a été endommagée, peut-être par une érosion, et des millénaires plus tard, un pharaon, peut-être Khafra ou encore Khéops, a trouvé ce monument ancien détruit et a ordonné de la remodeler, lui donnant les traits de son époque. Mais si la tête a été remodelée, qu'en est-il du corps? Tous les indices indiquent une incroyable ancienneté. L'eau, la stèle, la petite tête. Mais il y en a un autre, les étoiles. Le Sphinx regarde vers l'est, vers le lever du soleil. Mais en raison de la précession, un lent mouvement de l'axe terrestre, les constellations du lever du soleil changent lentement. Toutes les 26 000 ans, une nouvelle constellation se lève à l'équinoxe de printemps. Nous vivons à l'ère des Poissons, en transition vers celle du Verseau. À l'époque de Khafra, il y a environ 3500 ans, c'était l'ère du Taureau. Mais le Sphinx est un lion. Le chercheur Robert Bauval, dans son livre « L'énigme d'Orion », pose une question simple. Au lever du soleil, lors de l'équinoxe de printemps, la constellation du Lion se lève-t-elle? La réponse est connue. Il y a environ 10 000 ans, c'était effectivement le cas. Au même moment où Robert Schoch affirme que la pluie torrentielle a façonné Gizeh, il y a 10 000 ans, la configuration des étoiles et la position des pyramides de Gizeh reflétaient parfaitement les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Coïncidence? La géologie et l'astronomie convergent vers la même date, environ 10 050 ans avant notre ère, soit 7 000 ans avant Khafra. Le Sphinx, donc, a été construit à l'ère du Lion. Il aurait été une représentation du reflet céleste de cette époque. Ce n'est pas une tombe, c'est un marqueur astronomique, une horloge mesurant les époques. Pendant des décennies, le dossier était clos. Zahi Hawass a bloqué toute tentative de percer le Sphinx ou d'aller en dessous. Aucun mystère, le sujet était clos. Mais en 2011, une révolution a eu lieu en Égypte. Hawass a perdu son poste.
Une nouvelle génération de jeunes archéologues est arrivée, accompagnée de nouvelles technologies. En 2015, le projet international Scan Pyramide a été lancé. Des scientifiques français, japonais, égyptiens ont décidé de scanner les pyramides, mais pas avec un radar classique. Ils ont utilisé la tomographie par muons. Ces particules, générées dans l'atmosphère par collision avec des rayons cosmiques, traversent la pierre. Si elles traversent un vide, elles sont détectées en plus grand nombre. Si elles rencontrent une matière dense, elles sont moins nombreuses. En plaçant des détecteurs, on peut créer une carte en 3D des vides à l'intérieur d'un objet, une technologie infaillible. En 2017, une découverte a été annoncée, la Grande Cavité, une immense chambre inconnue au-dessus de la grande galerie de la pyramide de Khéops, d'une taille comparable à un avion de ligne. La science orthodoxe a été sous le choc. Ils affirmaient qu'il n'y avait rien de neuf dans la pyramide. Ils avaient tort. Cette découverte a tout changé. Elle a prouvé qu'il y a des chambres secrètes à Gizeh, qu'ils avaient tort, et que tout l'édifice est peut-être truffé de passages cachés. Et maintenant, tous les regards se tournent vers le Sphinx. S'ils ont raté une cavité de cette taille dans la pyramide, qu'ont-ils raté dans le Sphinx? Que cache la chambre de Dobeki? Que dissimulent les tunnels japonais? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière le bouchon de ciment dans la cheminée de 9 mètres menant à la tête du géant? La pression sur les autorités égyptiennes est insupportable. Ils ont la technologie, des détecteurs de muons, des robots capables de se faufiler partout. Ils ont tous les indices. L'eau, les étoiles, le radar, la stèle, le visage. Ils ont un dossier et une porte verrouillée, un accès à la tête. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. L'enquête aujourd'hui ne concerne pas un homme avec un radar, mais une communauté scientifique mondiale, exigeant des réponses. Ils savent qu'il y a une chambre sous les pattes, qu'il y a une cheminée dans la tête. Et cette nuit, ils l'ont ouverte. Et nous voilà de retour, cette nuit, sur le plateau. L'équipe a enfin obtenu la permission d'utiliser un outil. Ils ont soigneusement découpé la trappe métallique des années 80. En dessous se trouvait le même ciment brut de Boris. Il a été foré, et en dessous, la trappe s'est ouverte. La cheminée de 9 mètres que Pering avait vue, une obscurité ancienne et profonde. Le premier à descendre a été un robot, une nouvelle génération de robots explorant les pyramides. Il est descendu de 9 mètres, mais il a buté contre une obstruction de Boris. Mais ce n'était pas simplement des débris, la caméra du robot a montré un mur de pierre soigneusement disposé, fait par l'homme. Le manipulateur a commencé à le démonter pierre par pierre, et derrière, un passage s'est ouvert. Il n'allait pas plus loin, il avançait horizontalement vers le cou et le corps. La caméra a pénétré dans une petite chambre à l'intérieur de la tête, dont les murs n'étaient pas en calcaire. Ils étaient recouverts d'un matériau sombre, peut-être du basalte ou de la diorite, incroyablement difficile à travailler. Et les murs n'étaient pas couverts d'hiéroglyphes, mais de motifs géométriques, parfaits, complexes, de niches résonatrices. Cela ressemblait aux entrailles d'un gigantesque instrument de musique ou à une chambre acoustique. Les scanners à muons, fonctionnant en même temps, ont confirmé. La cheminée dans la tête n'est pas une impasse. La chambre dans la tête n'est pas une fin. Elle est connectée, elle a un tunnel. Elle descend à travers le cou, dans le corps du sphinx, et se connecte aux anomalies détectées par le radar. Elle mène à cette chambre de 9-12 mètres sous les pattes et semble se relier à la tombe d'Osiris. C'est un système unique où tous les indices convergent. Le sphinx n'est pas une tombe, c'est autre chose. Une relique, une machine, un dispositif, un marqueur antédiluvien. Construit par une civilisation obsessionnelle par la géologie, l'astronomie, peut-être une technologie basée sur la résonance et l'énergie terrestre. Celle qui a inondé la tombe d'Osiris, peut-être la salle des chroniques de Dobeki. Une civilisation disparue il y a des millénaires, laissant derrière elle ces gigantesques horloges muettes. Et les pharaons, ils ne faisaient que la trouver, ils les ont simplement découvertes. Ils adoraient ces monuments, construisaient leurs pyramides à côté en essayant d'imiter les dieux. Ils ont remodelé la tête du sphinx à leur image, scellé ce qu'ils ne comprenaient pas, craignant ce qu'ils ne pouvaient saisir. L'enquête continue. En ce moment même, pendant que nous parlons, le robot GDNG explore le tunnel à l'intérieur du corps du sphinx. Les autorités égyptiennes sont en panique, ils ne savent pas ce qu'elles mentent, ni comment annoncer au monde que le principal symbole de leur pays n'est pas le leur, que toute leur histoire repose sur un mensonge. L'ouverture de la trappe ne nous a pas offert une momie, ni de l'or. Elle nous a délivré une vérité plus terrifiante que toute fiction. Nous ne sommes pas la première civilisation sur cette planète, nous ne sommes que les suivants. Que trouvera le robot dans la chambre sous les pattes? Des artefacts, des vestiges, ou simplement une pièce vide, prouvant que toute notre histoire est un mensonge? Que pensez-vous? Qu'a caché Boris derrière ce mur de ciment et qu'attendons-nous dans la salle des chroniques d'Edgar Cayce? La vérité n'est plus sous terre, elle attend que nous ayons le courage de la regarder.